écoutez, je suis très heureux d'accueillir mon cher ami, Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, Premier ministre du Mali, et qui aujourd'hui est de passage à Paris. Malheureusement, nous n'avons pu réaliser cette interview sur place à Paris, pour des raisons un peu techniques liées à la situation française, plutôt, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir, mon cher Moussa, de t'accueillir et de te revoir un peu, de moins près que je n'aurais pu l'espérer, mais enfin, c'est déjà pas mal. Je profite pour remercier notre ami Herman Diarra, bon, bien sûr, ainsi que Sophonie, avec qui j'ai fait un peu plus connaissance avant que tu n'arrives. Et nous avons mis au point cela à distance avec Herman, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Bon, j'ai le regret de ne pouvoir être cet après-midi à la rencontre au sujet de ton livre, mais malheureusement, mais de toute façon, le livre, la seule chose qui me manque, c'est la dédicace, parce que le livre, je l'ai lu. Non, je l'ai lu, le livre, j'en ai un certain nombre d'exemplaires avec moi, mais je n'ai pas pu avoir la dédicace pour l'instant, ça va venir. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais te dire, c'est que cette interview, il arrive à un moment où, évidemment, au-delà du livre qui raconte ta vie et toute ton organisation et ton parcours, si tu veux, qui est très vivant et qui n'est loin d'être fini, bien sûr, je voulais qu'on parle un petit peu, évidemment, du sujet du moment. Donc, ces sujets qui ont trait à la situation du Sahel en général, du Mali en particulier, et plus largement un peu de la situation de l'Afrique de l'Ouest, puisque finalement la situation qui est arrivée au Sénégal n'était pas trop prévue, hein, il faut bien le dire, mais enfin bon, j'espère que ça va peut-être rentrer dans l'ordre tôt ou tard. Voilà. Donc, parlons d'abord, si tu le permets, du Mali et du Sahel. Tu as vécu ces épisodes, évidemment, de coup d'État, comme tout le monde, de transfert de gouvernance, cette arrivée de cette junte militaire, dirigée par le président intérimaire du Mali, le colonel Goïta. Bon, tu as développé une analyse, moi qui m'appelait bien notamment dans les derniers écrits que tu as fait, sur une espèce de position d'ouverture d'esprit et de, je dirais presque de conciliation vis-à-vis des gouvernants en place actuels, dans l'intérêt du peuple malien pour éviter de tomber dans des ruptures totales et notamment économiques. Alors, je voulais t'entendre un peu là-dessus, repréciser un peu ta position, et puis voir évidemment le problème de quitter la CEDEAO, comme je sais que tu as une position là-dessus. Voilà, j'aimerais que tu nous redises ça brièvement, qu'on se resitue dans ce contexte-là. Après, on pourra développer peut-être un peu sur la CEDEAO et sur l'apparition de l'AES, de ces États Oui, du Sahel Alain, qui je sont pense organisés ou qu'il pas, faut j'en sais rien. s'inscrire Enfin, en tant voilà, de ton qu'acteur point de vue, politique dans j'aimerais que tu une le dises. dynamique de construction et dans une dynamique de stabilisation de nos pays, et donc essayer de comprendre de manière peut-être un tout petit peu plus profonde les réalités que nous vivons depuis quelques années dans cet espace sahélien et ouest africain, réalités qui était un peu pendante pour qui suivait de près ce qui se passait dans nos pays depuis quelques décennies. Conséquence de pas mal de faiblesses, pas mal d'erreurs, pas mal de fautes, et pas mal d'absences de vision qui ont été des réalités dans nos espaces. Et donc, ces acteurs qui apparaissent sur la scène, il faut pas les considérer simplement comme des bidasses qu'il faut ramener dans les casernes Manu Militari, si j'ose m'exprimer ainsi, Oui, non, mais avoir une approche qui permet d'analyser et d'expliquer leur popularité, parce que le facteur déterminant de ces régimes, c'est que ces régimes sont populaires et soutenus par les populations. Et donc, dès qu'on comprend en fait les raisons de leur popularité, on se dit il faut travailler sur le temps long. Il faut travailler sur le temps long, faire en sorte que les populations puissent, elles aussi, se réveiller et comprendre qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que les populations aussi sachent qu'au-delà de ce qui est indiqué, les performances intrinsèques de ces autorités militaires ne sont pas au-dessus des performances des autorités civiles qu'elles remplacent et qu'elles disent vraiment changer totalement la façon de faire, et donc progressivement nous ramener sur les rails. Mais cela nécessite de la mesure, cela nécessite de la réserve, cela nécessite de la pondération. Cela nécessite que on s'écoute, on se parle. Moi, un peu, c'est cette attitude que j'ai adoptée depuis quelque temps. Si je te donne juste un exemple, personne ne peut nier que la corruption
ces dernières décennies, s'est développé en Afrique de manière générale et s'est développé en Afrique au sud du Sahara et dans le Sahel. Personne ne peut le nier. Personne ne peut nier aussi que beaucoup d'autorités ont cédé à la facilité de trafiquer les élections, de se maintenir au pouvoir par le dilatoire et par des attitudes malveillantes, alors que la population croupissait dans une pauvreté innommable. Et les vrais sujets n'étaient pas abordés, les questions de changement climatique, les questions de démographie, les questions d'emploi des jeunes et ainsi de suite. Donc, le terreau était favorable à l'apparition de ces nouveaux acteurs qui représentent des alternatives. Donc, la population, en quête d'alternatives, s'est emparée du phénomène. Mais la population, je pense, se réveillera à un moment ou à un autre. Sur la question anti-française, anti-coloniale ou même anti-occidentale, ce courant-là était un fort courant déjà ces dernières années. Ce n'est pas les militaires qui l'ont amené, c'était une réalité qui était là. Peut-être que c'était sous-estimé. Même des fois, moi-même, en tant que responsable politique qui parcourt nos pays, je me rends compte que nous avons sous-estimé l'ampleur du rejet de la France, de l'Occident, des anciens colonisateurs dans nos pays. Et donc, les autorités de transition dans nos pays l'ont utilisé, peut-être comme la seule arme à leur disposition pour être populaire et maintenir le soutien populaire, l'ont utilisé à leur manière, à la manière militaire, c'est-à-dire de manière tout à fait abrupte, de manière radicale, de manière visible et souvent même de manière caricaturale. La vague est là, c'est une vague de fond qu'il faut prendre en compte et de notre côté, qu'il faut prendre en compte du côté français. Elle ne rejaillit pas, excuse-moi de te couper, mais elle ne rejaillit pas quand même sur les peuples. Je crois que c'est un sentiment anti-dirigeant français, peut-être anti-politique française, mais ça ne rejaillit pas sur les peuples. Ce qui est considéré comme l'État, ce qui est considéré comme les politiques, ce qui est considéré comme la stratégie de domination entre guillemets. Donc forcément, c'est des actions contre les autorités de ces pays, pas contre les populations. Je rappelais régulièrement que ces trois dernières années où il y a eu une détérioration très profonde des relations entre le Mali et la France, il n'y a pas une seule station Total qui a été brûlée à Bamako. Il n'y a pas une seule enseigne de Orange qui a été caillassée. Contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, au Sénégal, où les relations sont très bonnes. Donc, il faut simplement savoir que les peuples, il n'y a pas de véritable problème. Il y a beaucoup de binationaux. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. Le Mali a une forte diaspora en France. Il y a beaucoup de binationaux et qui continuent à travailler. Les relations culturelles sont des relations très bonnes, les relations sportives, les relations de société à société. C'est d'ailleurs ce que moi je professe. Il faut vraiment soutenir ces relations parce que ça, c'est un peu le backdrop de la situation. C'est un peu l'environnement de la situation. Il faut soutenir ça pour que demain, quand les États vont trouver des terrains de collaboration, que les relations puissent repartir de plus belle. Il ne faut pas utiliser cette période actuelle pour casser les relations entre les sociétés, les questions d'éducation, les questions d'échanges culturels, les questions de relations socio-économiques. Il faut vraiment faire attention à ça. Et à ce titre, toutes les décisions qui ont été prises ici en France par rapport aux questions de paiement des frais d'université, d'accès aux universités, ce sont des erreurs stratégiques. Mais voilà, il est toujours temps d'évoquer ces sujets et de voir qu'est-ce qui peut être fait là-dessus. Donc, c'est la conjoncture qui fait qu'il y a une détérioration des relations diplomatiques et politiques. Dans le temps, ça va bien se réinstaurer sous une forme ou une autre. Mais la réalité est que les relations socio-culturelles sont toujours là, les collectivités locales, les rapports de ce type, il faut les maintenir, il faut les restaurer pour que les choses puissent repartir à un moment ou à un autre. Justement, tu le disais, les collectivités locales, et on travaille là-dessus. Je trouve dans ton discours beaucoup de choses qui me plaisent, bien entendu, par rapport à ta présence dans notre club, qui défend aussi ces mêmes thèses, si tu veux. On est très attaché à tout cela. Les collectivités locales ont un rôle à jouer, effectivement, encore. Cet attachement qui existe entre les populations, entre les entreprises, ne remettent pas en cause le fait que, je crois, l'Afrique, les pays africains doivent se développer dans leur économie par eux-mêmes, avec beaucoup plus d'autonomie qu'ils n'en ont eu dans le passé. Bon, ça c'est clair.
Et tu vois, j'en parlais l'autre jour avec un de nos amis leaders de Burkina Faso, que tu connais, je ne vais pas le citer là ici, mais qui me disait pour cette étude sur les minerais, par exemple l'exploitation des minerais, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée et partout, il faut qu'elle revienne entre les mains. Bon, il y a eu des Chinois, il y a eu des Indiens, il y a des Russes, mais même les Français, ils sont en dehors de ça. Mais ce qu'il faut, c'est que les Français, même s'ils collaborent avec ces pays, puissent avoir une occasion de mettre en œuvre l'entrepreneuriat du pays en question et pas s'imposer en tant que tel. Tu comprends, c'est ça qui est important dans ce changement. Moi, je l'espère en tout cas. Voilà. Bon, enfin, là-dessus, moi, je te retrouve parfaitement et le club O2A s'efforce d'avoir ce type de discours aussi aujourd'hui, qui est nouveau un peu, mais qui est tout à fait intéressant. Je voulais dire, juste pour clore un peu sur ce sujet-là, cette sortie de CEDEAO, là, comment tu vois ça? Est-ce que tu t'es prononcé déjà sur ça, je sais à peu près ce que tu penses, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir un retour à la normale ou est-ce que c'est foutu, grosso modo? Vous savez, sur cette question, moi je pense que les crises sont des opportunités. Dans toute situation, même celles qui peuvent apparaître désespérées, très difficiles, il faut voir des opportunités. C'est à ce titre que je considère la dernière crise AES versus CEDEAO comme une opportunité peut-être de retravailler la CEDEAO et de la rendre plus proche des préoccupations populaires et peut-être plus focus sur un certain nombre de sujets qui étaient apparus secondaires ces derniers temps, comme les sujets économiques, les sujets qui étaient la principale vocation de la CEDEAO. Les sujets politiques et sécuritaires l'ont un tout petit peu emporté, sans pour autant que la CEDEAO ait des outils et peut-être des ressources pour y faire face. Donc peut-être que la crise est une opportunité. Moi, tu l'as vu dans ma réaction, j'ai volontairement situé ma réaction à un niveau aérien, c'est de dire que le panafricanisme, ce n'est pas sortir de la CEDEAO. Ah, Le voilà. panafricanisme, c'est de s'inscrire dans les États-Unis d'Afrique, sur la lignée de ce que Kwame Nkrumah disait en 63 au moment de la création de l'Organisation de l'Unité africaine et que Cheikh Anta Diop aussi a régulièrement dit. Ce sont les pères du panafricanisme qui veulent une fédération africaine et qui veulent que les États se mettent ensemble. Et la stratégie qui a été retenue au niveau de l'Union africaine, c'est quand même de se baser sur les communautés économiques régionales. C'est plus pragmatique. Et la communauté économique régionale en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. Donc, il ne faut pas sortir de la CEDEAO. Aucun État d'Afrique de l'Ouest ne doit se considérer comme en dehors de la CEDEAO. Au contraire, il faut consolider la CEDEAO de l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a un espace de dialogue qui s'en trouve sous l'égide du président du Togo, qui est aujourd'hui l'un des seuls qui peuvent parler à tout le monde dans la zone, pour que des ententes puissent se faire de manière stratégique afin que ces États restent membres de la CEDEAO et dans le cadre d'une réforme qui peut être apportée aux institutions de la CEDEAO. J'ai bon espoir que cela soit le cas et j'espère que les États de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger s'orienteront dans ce sens. Et la CEDEAO, en guise de bonne volonté, hier a levé les sanctions concernant le Niger, Oui, sans pour autant que des évolutions soient constatées sur la transition. Tout ça, c'est des signes de bonne volonté. Et ces transitions-là, encore une fois, il ne faut pas les aborder en disant il faut les fermer le plus rapidement, il faut y mettre fin rapidement, il faut renvoyer les militaires dans les casernes. Il faut les considérer comme des événements historiques qui doivent être traités comme tels et prendre le temps de les analyser, de parler avec les peuples, de parler avec les décideurs. Ça peut prendre un peu de temps. Ici ou là, la situation peut aller un peu plus rapidement qu'ailleurs, mais il faut vraiment les considérer sur cette base. Ce sont des véritables volcans qui couvaient sous nos plaques pendant les décennies passées, qui viennent de faire une éruption spontanée à travers ces choses-là. Donc, on n'était pas un volcan avec des seaux d'eau. On était un volcan en prenant le temps vraiment de regarder, en prenant le temps de s'inscrire dans un horizon déterminé et en travaillant au quotidien de manière tout à fait résolue et organisée, quoi. C'est pas des oukases, c'est pas des... Mais est-ce qu'on peut arriver à une certaine, comment dire, retrouver une légitimité à ces pouvoirs militaires
dans le cadre d'une élection, ou est-ce que le fait de rester au pouvoir, c'est pas la question du temps, bon, la question du temps elle est escalée, on comprend bien qu'on ne peut pas partir comme ça et voilà, et mettre, comme tu le dis, les gens dans les casernes. Mais néanmoins, s'il y avait eu une élection dans laquelle il pouvait y avoir des gens qui sont élus, effectivement, regarde ce qui s'était passé dans le temps en Mauritanie, où quand le président Abdelaziz, en fait qui n'était que le général Abdelaziz, a pris le pouvoir, il s'est présenté à une élection et il est devenu légitime. Tout en restant général, quoi. C'est pas ça qui est, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'au Mali ou au Burkina ou enfin dans ce Sahel, on peut arriver à cette obtention d'une légitimité officielle dans le cadre militaire par une élection qui serait une vraie élection, quoi, pour tenter le coup? Moi, je te donne l'exemple de la charte de la transition chez nous. La charte de la transition, c'est peut-être le document le plus consensuel autour de la transition. Ce document, nous l'avons discuté entre nous à Bamako. Les forces vives du pays, moi, j'y ai pris part à ces concertations, les autorités militaires, et c'est ensemble que nous avons fixé son contenu. Et c'est son contenu qui empêche les autorités de la transition de se présenter aux élections. C'est la charte de la transition. Je ne sais pas si ça c'est le cas au Burkina ou si c'est le cas ailleurs. Donc, chaque pays a un peu sa spécificité. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que quel que soit ce qui peut être envisagé demain en termes de permettre aux autorités de la transition de prendre part aux élections ou pas, il faut que ça soit discuté sérieusement entre les acteurs à l'intérieur dans ces pays-là et qu'ensemble, maintenant, ces acteurs et les autorités, ils aillent vers les autorités régionales pour peut-être obtenir un cadre de collaboration, en ce moment qui se basera sur des choix internes. Il y a aussi des conclusions des sommets de la CEDEAO, il y a même une charte au niveau de l'Union africaine qui empêche les auteurs de coups d'État de se présenter aux élections. Donc, c'est compte tenu de tout ça qu'il faut discuter. Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on discute sur le plan intérieur et ensuite, maintenant qu'on voit quelles sont les alternatives qu'on peut obtenir avec les organisations régionales. Sur cette question, j'ai vraiment pas d'opposition affirmée. Je dis simplement, le contexte fait que nous devrons peut-être nous ouvrir davantage à discuter et obtenir que chaque pays puisse avancer vers la sortie de la situation, vers le retour à un ordre constitutionnel de manière tout à fait consensuelle entre les forces de ce pays-là. Mais la CEDEAO est encore une fois dans cette position de dire dialoguons, discutons. Je souhaite que nos autorités dans nos différents pays-là tiennent cela au bon et puis puissent s'inscrire dans cette dynamique. Absolument. Est-ce que tu es un homme politique à part au Mali ou ailleurs pour tenir ce discours? Est-ce que tu sens que la classe politique civile est dans cet état d'esprit là de conciliation, un peu de parler avec les gens ou pas? Tu sais, la classe politique, comme son nom l'indique, est politique. C'est-à-dire, les acteurs politiques sont toujours très ouverts aux échanges, aux discussions, et il n'y a pas de sujet tabou généralement. Sur cette ligne, ce qu'on déplore simplement, c'est que ce soit nos autorités qui ne soient pas suffisamment, ces derniers temps, ouverts au dialogue et aux discussions. Bon, moi, j'ai porté une initiative au Mali qui est de parler avec tout le monde. J'ai eu la chance d'être reçu par les autorités. Il semble qu'elles soient en train d'évoluer progressivement sur cette question. Tant mieux. Il faut simplement que d'autres acteurs politiques puissent avoir les mêmes chances et qu'on multiplie les cadres de discussion et dialogue sur ces sujets qui sont politiques, mais il y a d'autres sujets dans nos pays, hein, les questions de réconciliation au Mali, les questions de la paix au nord, du dialogue avec les groupes terroristes, les questions d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est le sujet de préoccupation majeure au Mali. Toutes ces questions nécessitent qu'on se parle et qu'on agrège nos intelligences. Bon, je vois en tout cas quelques frémissements pour le cas du Mali. J'espère que ce sera le cas non seulement au Mali, mais ailleurs. J'ai vu hier, tu vois, justement, je disais tout à l'heure, avant que tu n'arrives à notre ami Sofoni, il y a eu hier une rencontre, ou avant-hier, une rencontre entre Mossadegh Bali, le président du groupe Azalaï, avec le colonel.
Et ouais, il est sorti de là de manière intéressée parce que malgré tout, prendre langue, parler, comme tu le dis, est un mot essentiel aujourd'hui, de se reparler, se parler, penser à l'avenir ensemble. Et puis voilà, quoi, il faut bien faire avec. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire pour clore un peu ce sujet, tu as parlé de l'Union africaine. Comment tu vis cette évolution, notamment de ce qui a été une des forces de l'Union africaine dans l'agenda 2063, c'est le ZLECAf, la zone de libre-échange. Est-ce qu'elle a encore, elle piétine un peu, dit-on, mais d'autres disent qu'elle a avancé. Enfin, est-ce que tu y crois, ça? Est-ce que tu penses que ça peut être un élément, justement, pour mettre un peu les gens d'accord entre eux, entre les différents pays africains, au-delà des évolutions parfois inattendues, comme l'ont été les coups d'État que nous avons vécus? En réalité, excuse-moi, il n'y a pas d'alternative à la zone de libre-échange, Alain. Donc, ce n'est pas qu'on est pour ou contre, c'est simplement la seule voie par laquelle nous devrons passer pour donner à notre continent un sens économique. Oui, Euh, bien sûr. L'Afrique, j'ai eu à le dire, n'en déplaise aux souverainistes et autres panafricanistes du dimanche qui ne suivent pas les réalités sur notre continent. Mais l'Afrique, tout ensemble, c'est 3% du PIB mondial, un peu moins de 3% du PIB mondial, un peu moins de 2% des échanges internationaux. Eh oui, Donc, si déjà, ensemble, nous représentons 2%, quid si on est divisé en 54? bien sûr. C'est vraiment, il faut avoir cette vision stratégique. Donc, la zone de libre-échange, qui est par principe l'espace qui va permettre à l'ensemble du continent de commercer comme s'il s'agit d'un seul pays en dehors de droits de douane et qui va aussi attirer les investissements extérieurs sur le continent qui serait non seulement maintenant un marché unique, il n'y a pas d'alternative. L'Union européenne est constituée autour du marché commun. Ça a commencé par le charbon, l'acier, et puis après, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, je pense que nous, on doit aller dans ce sens-là. Maintenant, comme toute révolution, la ZLECAf, c'est vraiment une révolution. Elle a du mal à prendre le pas, à s'implanter, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de convulsions politico-sécuritaires sur le continent. Oui, oui. Enfin, il y a eu des réticences, ceci dit, sur la ZLECAf, qui venaient pas spécialement, mais qui venaient pas spécialement des pays sujets au coup d'État. Ça a été même dans l'Est et le Sud africain, notamment. Les réticences viennent des pays qui sont industrialisés, qui sont en Voilà. avance, qui sont les grands pays comme le Nigeria Voilà. ou l'Afrique du Sud. Mais là, on est en train de dépasser ces réticences. C'est nous qui accueillons d'ailleurs le secrétariat permanent de la ZLECAf, qui est basé au Ghana, en Afrique de Oui. l'Ouest, parce que Ouais. l'Afrique de l'Ouest est la zone de l'Afrique qui est la plus intégrée C'est ça. sur le plan économique et sur le plan social. Donc, nous devons avancer. Mais sur cette question aussi, Alain, c'est une question de leadership, quoi. C'est-à-dire, ce dont l'Afrique manque aujourd'hui, c'est des leaders à la dimension de Nkrumah ou de Mandela ou de Nasser ou même de Kadhafi. Kadhafi n'est pas un bon exemple sous certains angles, mais en termes d'intégration africaine, en termes de progrès de l'unité, il a vraiment beaucoup fait. La forme actuelle de l'Union africaine, c'est vraiment l'effort de Kadhafi a été substantiel. On a besoin de leaders qui puissent dépasser les frontières de leur pays, qui puissent dépasser même les frontières de leur région en termes d'aura, en termes de vision et qui puissent tirer les autres. Et chaque région africaine a un pays leader naturel. Le leader naturel chez nous, c'est le Nigeria. Mais le Nigeria est encore trop centré sur ses préoccupations intérieures, sur les sujets internes. C'est d'ailleurs les sujets intérieurs qui ont amené le Nigeria à être réticent vis-à-vis de la ZLECAf. Donc, il faut qu'il y ait un leadership dans ces grands pays qui puisse voir au-delà du quartier ou de la commune, qui puisse voir vraiment à l'échelle continentale. Pour moi, le leader naturel du Maghreb, c'est l'Égypte. Ah bah oui. Ensuite, on a en Afrique de l'Est l'Éthiopie, voire le Kenya. On a en Afrique centrale la RDC, mais la RDC est dans une situation que tu imagines. Oui. Et on a l'Afrique du Sud, évidemment, pour la partie australe. Ces pays ont besoin de leaders qui puissent vraiment être très forts, très visionnaires, qui puissent non seulement tirer leur pays, mais qui puissent tirer les autres dans leur suite, quoi. Et ça, je pense que ça nous aidera à faire de très grands progrès sur tous les sujets de préoccupation
de l'heure sur le continent. Bien, mon cher Moussa, écoute, je te remercie de toutes ces affirmations et ces encouragements que tu donnes à la paix en Afrique, mais également au renouveau et à faire tout pour que la jeunesse africaine, avec ta sincérité et ton engagement, j'aime beaucoup, la jeunesse, les jeunes générations puissent s'y retrouver, parce que c'est ce qui est important. Et toi, qui es d'ailleurs encore jeune, tu vas certainement être encore au service de ton pays, au service de l'Afrique. C'est en tout cas ce que l'on peut souhaiter. Je te remercie de tout ça. Je vais te laisser faire donc cet après-midi la promotion de ce fameux livre que j'ai beaucoup apprécié, qui a été écrit de ton interview d'Herman et de Sophonie, que j'ai à côté de moi. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, là. Je l'ai mis à côté de moi. Je t'en remercie. Non, non. Mais j'ai beaucoup apprécié parce que c'est ta vie et dans tout ce qu'elle a de sincère. Et c'est ce que j'aime chez toi. Et tu le sais, on ne va pas se faire de confidences amoureuses à l'écran. Enfin. Les deux jeunes m'ont fait parler. Voilà, ils t'ont fait parler, mais on t'a... À des niveaux qui n'avaient jamais été fait. Alors, je dis pas que je t'ai découvert, mais je t'imaginais bien comme ça, donc ça tombait bien. Oui, absolument. J'ai beaucoup apprécié cet exercice de divan que j'ai eu avec eux. Évidemment, je te remercie. Mais je voudrais aussi, très sincèrement, Alain, je n'ai pas l'occasion de le dire, de t'encourager au niveau de 2A, parce que tu fais beaucoup de choses. Et les associations, les organisations, c'est toujours difficile, mais il faut jamais abandonner, quoi. Ce que tu fais est très utile pour l'Afrique, pour la France et pour les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Moi, je voudrais vraiment t'encourager dans ce sens. Évidemment, je reste disponible pour t'accompagner à mon modeste. Merci pour ta fidélité au club. Et comme je l'ai dit à Sophonie tout à l'heure, je dis, tu sais, dans notre club, on a la fierté d'avoir plus d'Africains que de Français maintenant. Et ça, c'est formidable, voilà, parce qu'on a besoin d'être ensemble, et voilà. Donc, merci de ta fidélité à tout ça, et j'étais ravi de te voir. Je t'embrasse, et je te dis à bientôt, mon cher.